Tous les mercredis et jeudis, entre 7h et 9h du soir sur le 101.5 Pacifique FM, Réflexion. Réflexion, une émission de débat, d'analyse et de commentaires sur un thème de l'actualité avec des invités d'horizons divers. Réflexion, mercredi et jeudi, 7h, 9h sur Pacifique FM avec France Exotus. Pour moi, ça a passé. Bon, mi ti lumière, mais bon, mi ti lumière souple, pour qui ça, c'est nèg yo fait souffrir. Pour qui ça, c'est nèg yo fait sort. Pour qui ça, Suivez tous les mercredis et jeudis, entre 7h et 9h du soir sur le 101.5 Pacifique FM, Réflexion. Réflexion, une émission de débat, d'analyse et de commentaires sur un thème de l'actualité avec des invités d'horizons divers. Réflexion, mercredi et jeudi, 7h, 9h sur Pacifique FM avec France Exotus. Merci à Pélé Jordani. Nous retournons avec auditeurs, auditrices Pacifique FM avec émission Réflexion, Kwandil. Nous allons parler droits humains, élections à Soya. C'est aspect et droits humains, nous avons regardé dans la question élection avec diverses organisations qui ont participé dans justement observation électorale là pour journée 25 octobre 2010, là, faut que nous dit invité nous. Dans le premier temps, nous gagnons avec nous José Antonio de Gabriel, chef adjoint de la mission électorale de l'UE en Haïti. Dans le deuxième temps, nous allons gagner avec nous Marie-France Joachim de SOFA, et puis avec lui, Pierre Espérance de RNDDH, Réseau National des Droits Humains. Et SOFA, c'est Solidarité Femme Haïtienne Cohen-Conel, qui lui-même tout, était pris en position après le premier tour élection, ça, il a fait des recommandations, il a fait des critiques, et il a fait le même genre pour élection 25 octobre. Alors, avec nous, en direct, José Antonio de Gabriel, chef adjoint de la mission électorale de l'UE en Haïti. Et bonsoir, monsieur Gabriel, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Bonsoir, c'est un plaisir d'être ici dans votre formidable studio. Merci. Alors, vous avez observé les élections le dimanche 25 octobre, vous étiez là le 9 août, et rapidement, le constat concrètement a été quoi? Le constat, je pense que le premier côté positif, il est la sécurité. C'est-à-dire vraiment, on a vu une police nationale haïtienne active, dissuasive, bien organisée et qui a été aussi soutenue par la MINUSTAH, par l'UNPOL, mais je pense que la présence un peu partout en calmant, en ajoutant de la sécurité à la journée, a été un élément qui a aidé à créer une atmosphère propice à la libre expression des suffrages. Et également, on a vu une amélioration claire en ce qui concerne l'organisation elle-même de la part du CEP, qui a fait bilan, qui a dressé bilan de sa performance le 9 août, en bénéficiant bien sûr des apportations, notamment des organisations d'observation de la société civile haïtienne. Et nous avons travaillé aussi avec le CEP, et bien sûr, je pense que dans le même sens, et la réaction a été globalement positive. C'est pour ça que nous avons dit il s'agit d'une journée électorale calme en termes haïtiens, en termes relatifs. Évidemment, il y a eu de problèmes, il y a eu des incidents, mais la diminution a été drastique. Moins d'incidents, moins grave et une réponse plus rapide de la police. Également, une amélioration dans l'organisation. Il reste encore beaucoup à faire. Je pense qu'on en parlera après. C'est pour ça qu'on dit globalement bien organisé. Mais nous regrettons un élément, c'est que nos estimations, un peu sans taux précis, évidemment, parce que ça relève de la responsabilité du CEP, mais nos impressions en comparant avec la participation du 9 octobre, c'est qu'évidemment, elle est un peu plus grande, mais il faut tenir compte qu'il s'agit de l'élection présidentielle, qui est traditionnellement la grande élection en Haïti. Un pays qui a beaucoup de choses à faire, qui a besoin de gouvernance, et le fait que
on a vu une augmentation, mais une augmentation très modeste du taux de participation. Étant donné l'importance de l'enjeu électoral, ça nous inquiète. Parce que ça parle d'une distance entre l'électorat et la classe politique. Oui, je vois que vous l'avez dit dans vos conclusions préliminaires. Mais est-ce que vous avez eu des représentants un peu partout à travers le pays, ou bien vous avez sélectionné des départements où observer les élections? Vous étiez présent partout? Dans tous les départements, comme c'était le cas, évidemment, on était moins nombreux que les organisations nationales. C'est logique, ça s'explique, c'est cher, il faut faire venir les gens de l'Europe. Mais nous avons une méthodologie d'échantillons qui nous permet plus ou moins d'avoir une photographie, je pense qu'assez précise, même avec moins d'effectifs. On était 80 partout dans le pays. Et voilà les résultats de notre observation, ça nous donne un peu ces conclusions préliminaires. C'est vrai, votre mission essentielle, c'est observer les élections. Mais à part ça, est-ce que vous avez eu des séances de travail avec d'autres organismes de défense des droits humains ou encore le Conseil électoral provisoire? L'essentiel de votre travail, à part observer les élections, c'était quoi? Nos systèmes de travail, c'est une observation à long terme. Donc c'est l'Union européenne qui a pratiquement développer cette méthodologie. C'est un peu plus compliqué parce que tu dois couvrir toute la période, mais tu observes la campagne, on fait un monitoring des médias. Javier Gutiérrez, qui est présent avec nous, il a dirigé ces monitorings de médias, c'est-à-dire quel a été le rôle des médias en termes de pluralisme, couverture, de neutralité, etc., etc. Et on analyse le cadre juridique, et ça c'est un élément très important en Haïti, tout le monde le sait. Il y a parfois de normes archaïques qui sont héritées du 19e siècle ou du début du 20e siècle, et qui méritent, je pense, une réflexion par la société et par les politiciens haïtiens. On couvre la campagne électorale, c'est-à-dire on suit les candidats, on a des entretiens avec tous les candidats, on les écoute, et bien sûr on travaille de très près avec le conseil électoral ainsi qu'avec le BEC et les bêtes. Donc c'est une approche assez globale. Alors, vous avez également entendu des réactions dans la presse des candidats et qui dénoncent des irrégularités qu'il y a eu un peu partout à travers le pays à la fin de la journée électorale, et notamment relativement à cette question du mandat. Est-ce que vous en avez eu l'info par la presse, ou vous aussi vous avez observé qu'il y a eu des disputes ou des échanges relativement à cette histoire de mandat et de mandataire? Bien sûr qu'on a observé le thème, le sujet des mandats. Ça a été un problème sérieux lors du 9 août. C'était clair parce que les mandats, vous vous souvenez, le CEP avait mal géré évidemment la production, la distribution de mandats. Il n'était pas arrivé à temps, donc il y avait beaucoup de mandataires sans mandat, insatisfaits, et ça a provoqué des incidents. Ça, c'était le 9 août. Le 9 août. Qu'est-ce qui s'est passé cette fois? Le CEP, il a essayé de créer un équilibre, parce qu'il y a d'un côté un droit qui est établi clairement dans les décrets électoraux. Donc les partis et les candidats ont le droit d'envoyer des représentants pour observer les scrutins, sont les mandataires. Mais de l'autre côté, étant donné que le système de partis en Haïti, il est comme il est, donc ici c'est trop facile de créer un parti politique, ça suffit une vingtaine de personnes après la dernière réforme de la loi de parti politique, et puis le fait qu'il y avait aussi une inflation de candidats présidentiels, alors ça donnait énormément de mandataires potentiels. Et tout ça, il faut l'analyser dans un contexte où les infrastructures, très souvent, elles sont exiguës. Donc, mais ce sont, il ne faut pas l'oublier, les écoles où les enfants haïtiens vont à l'école. Ils vont dans ces conditions. Puis, quand on va en tant qu'électeur, on voit que très souvent, ce sont des espaces exigus, très petits. En plus, il y avait 4 élections en même temps. Donc, ça donne forcément de problèmes. Et il faut trouver un équilibre entre, d'un côté, les droits de partis et des candidats à surveiller les opérations de vote, et de l'autre côté, la nécessité d'une certaine fluidité dans le processus électoral pour les électeurs. Donc l'accord ou le point moyen, c'était cette directive qui a été créée
par le CP avec les rotations, le tirage à sort, etc., etc. Ils ont introduit aussi d'autres améliorations. Par exemple, cette fois, il y avait de bonnes accréditations. Il fallait couper le coin chaque fois qu'un mandataire votait, parce qu'il ne faut pas oublier que le mandataire, il a un privilège énorme, c'est-à-dire le privilège qui n'est accordé qu'à lui et aux observateurs nationaux de voter en dehors de son bureau de vote, là où il est enregistré. Ça provoque des problèmes parce qu'on parle de trafic, etc., etc. Je pense que cette fois, et c'est pas que je le pense, je laisse les statistiques de nos observations, que la situation s'est beaucoup améliorée par rapport au 9 août, mais elle reste encore loin d'être parfaite. Donc il reste encore de travail à faire. Et peut-être il y a des solutions simples. Par exemple, on a vu que l'encre en téléville invisible qu'on mettait, bon, c'était ça se voit pas trop. Peut-être avec une encre bien plus profonde, qui soit bien plus visible, comme on utilise dans beaucoup de pays. C'était pas tout à fait indélébile. Ça, voilà, plus de qualité. Donc, mais ça c'est facile et ça peut se faire. On pourrait éviter ces problèmes qui sont après énormément problématiques. On en parle beaucoup. On a du mal à établir le poids réel, l'impact réel de ces problèmes, et je pense que si on peut l'éviter, il faut le faire. Vous avez parlé de taux de participation qui s'est amélioré par rapport au 9 août, mais quand même, le taux n'est pas le même pour tous les départements. Il y a des départements où plus de gens sont allés voter. Et donnez-nous une idée de vos statistiques à ce propos. Non, on ne va pas présenter des statistiques avant le CEP, ça c'est clair, parce que... Non, sur la base de vos observations. Sur la base de nos observations, oui. C'est un peu la même tendance qu'on avait le 9 août, c'est-à-dire une participation plus faible dans l'ouest, la région capitale, et plus forte dans les zones les plus rurales, non mais j'insiste, le problème là, c'est le fait que ça ne décolle pas du tout, c'est-à-dire ça reste modeste, ça parle d'un problème d'apathie politique, et apathie politique qui sans doute a des raisons, c'est-à-dire c'est que les partis ou les candidats n'arrivent pas à mobiliser, à motiver de manière spontanée et le peuple haïtien. C'est pas nouveau, hein. Ça, c'est la continuation d'une tendance qu'on a pu observer dans le cycle électoral précédent, 2010-2011, et dans une moindre mesure aussi en 2006. Donc, c'est une tendance, et le fait que ça se chronifie, je pense que ça devrait forcer la société, les médias et les hommes politiques et les femmes politiques du pays à ouvrir une réflexion sur ces problèmes de distance. Vous avez observé les élections le 9 août, maintenant encore vous êtes là, vous avez produit des rapports. Maintenant, il y a eu des reportages qui sont faits dans vos pays d'origine où on a mis l'emphase sur les irrégularités qu'il y a eu, naturellement, le 9 août. Or, vous avez dit dans vos rapports que globalement, les élections se sont bien déroulées. Comment est-ce que vous vous retrouvez par rapport à cette situation? Vous parlez du 9 août ou d'aujourd'hui? Non, je parle de 9 août et également 25 octobre. Il y aura des situations où, par rapport à vos conclusions, il y aura des dirigeants de partis politiques qui ne seront pas d'accord avec vos conclusions et qui vous critiqueront également. Comment est-ce que vous vous trouvez dans ces genres de situations? C'est absolument normal. Écoutez, dites-moi le nom d'une personne qui n'est pas un mot à dire d'un haïtien sur le processus électoral. Et c'est normal, c'est-à-dire, c'est très difficile, pour ne pas dire impossible, de satisfaire tout le monde. Mais nous n'écrivons pas notre rapport pour satisfaire personne. Nous écrivons nos rapports pour mettre noir sur blanc le résultat de nos observations à l'échelle nationale. Et il y a beaucoup de critiques dans ces documents que vous avez devant vos yeux. Énormément sur beaucoup de choses. On parle de la décharge. Par exemple, on parle de la couverture médiatique. Faute de décharge. Et effectivement, et même l'institution elle-même de la décharge. Par exemple, il y a une chose qui est évidemment contraire aux standards internationaux pour les élections démocratiques, c'est-à-dire il est pratiquement impossible de se présenter aux élections si tu as été ministre dans ces pays, parce que ça dépend de tes collègues de te donner le feu vert pour te représenter. Donc, c'est-à-dire le Parlement utilise la décharge comme un levier politique.
et sans avoir à démontrer que vraiment il y a eu de fraude ou des malversations. Simplement, ils refusent de voter, même s'il y a de rapports favorables de la part de la Cour des comptes, etc., etc. Nous pensons que cet archaïsme, parce que la décharge, elle provient d'une loi de 1870. Une loi haïtienne, et elle a été reprise par la Constitution, et c'est quelque chose qui devrait aussi faire réfléchir la classe politique. Alors, globalement, vous l'avez déjà dit, vous êtes satisfait du déroulement des élections du 25 octobre. Il y a eu plus de gens à participer, il y a des améliorations au niveau sécuritaire. Il est vrai que le taux de participation reste encore faible, mais plus important que le 9 août. Et en quoi vos recommandations seront utiles au CEP, par exemple, selon vous? On verra. Nous pensons qu'il y a un élément, le CEP, il doit améliorer la communication avec le bureau électoraux départementaux et communaux. Parfois... Il y a eu des problèmes à ce niveau? Oui. Parfois, les informations arrivent tard et mal, et ça provoque des problèmes en termes d'homogénéité d'application de procédures. Et c'est quelque chose qu'avec bonne volonté peut se faire facilement. Il y a eu un gros problème au niveau de paiement aussi. C'est-à-dire paiement tardif aux personnels électoraux, et heureusement ça a été réglé à la dernière minute, mais ce sont des choses qu'il faudrait prévoir d'une manière plus avancée. Je pense qu'on peut introduire aussi encore plus de garanties contre le vote multiple des mandataires. Et je parlais d'une amélioration de la qualité de l'encre, qui soit plus visible, plus riche en nitrate d'argent. Je sais que c'est horriblement technique, mais c'est ça ce qui fait que l'encre ne parte pas quand on se lave les mains, parce que c'est une sorte d'imprimation photographique. Et donc, ce sont des choses qui sont parfaitement faisables. Et nous allons ouvrir un dialogue avec le CEP, comme on en a depuis notre arrivée, cordiale et enrichissante, pour soumettre des idées. Et évidemment, c'est au CEP d'en décider. L'autre aspect de la question électorale qui fait débat, c'est le fameux centre de tabulation. Des candidats, des dirigeants ont peur du centre de tabulation parce que selon eux, c'est là qu'en général il y a des problèmes, il y a des procès-verbaux qui sont écartés de manière douteuse. Et là, qu'est-ce que vous avez comme mission pour le centre de tabulation? Une simple question d'observation ou des recommandations sont formulées ou vous êtes déjà présent? Nous sommes déjà présents, nous avons été présent en permanence aussi pour la tabulation des résultats du premier tour de législative. Et ce que je dois vous dire, c'est que parfois, on parle beaucoup du centre de tabulation comme une chambre noire. Opaque. Pour nous, c'est pas ça du tout. On est allé... Peut-être c'est parce que vous y avez accès. Nous avons accès, mais il y a une chose plus importante encore que ça. C'est que dans tous les pays où nous allons, la première chose que nous demandons au Conseil électoral, c'est de chaque pays, c'est de publier les procès-verbaux en ligne, donc dans le site internet de l'autorité électorale. Et pourquoi? Parce que tout citoyen peut se rendre à la fermeture de son bureau de vote. Et maintenant, une fois que le procès-verbal est dressé, très simplement, avec son appareil téléphonique, il peut faire une photo. Et puis après, quand ils sont publiés, il peut le comparer avec ce qui a été pris en compte. Nous avons fait un audit. On vous a donné la garantie que ce sera fait cette fois? Ça a été fait le 9 août. Pour le 25 octobre, ce sera également le cas? Bien sûr, mais ça a été fait et ça n'a pas été suffisamment dit et suffisamment bien communiqué. Que tout Haïtien, n'importe quelle soit sa section communale, sa commune, son département, il peut voir en ligne les procès-verbaux, les scans, c'est-à-dire la photographie de son procès-verbal et la comparer avec les données qu'il a vues lors du dépouillement. Nous l'avons fait avec une coïncidence de 100%. Donc ça pour plus de 80% donc de procès-verbaux. Si je comprends bien, vous avez pris les photos
des résultats qu'on a affichés dans les centres de vote à partir des procès-verbaux le jour des élections. Vous l'avez fait. Tout à fait. Et c'était un échantillon représentatif pris dans tous les pays. Et nous l'avons comparé. Mais tous les journalistes peuvent le faire. Les partis politiques peuvent le faire. Hein? Et nous les encourageons à le faire parce que c'est assez agréable de voir que c'est le même procès-verbal. Il y a aussi la question de procès-verbaux mis à l'écart. Oui, ça, oui. C'est une autre chose. Et ça procède d'une histoire de petites et des grandes fraudes dans la vie électorale haïtienne. Donc, c'était une manière de protéger les résultats, originalement, parce que le décret électoral, conscient de cette réalité, établit des critères qui permettent de mettre à l'écart un procès-verbal. Parce qu'il y a des indices de manipulation, de fraude, etc., etc. Donc, par exemple, ici en Haïti, c'est ça, sans doute, l'un des meilleurs systèmes contre le bourrage d'urne. Parce que normalement, un procès-verbal qui reflète un bourrage d'urne, c'est-à-dire une énorme quantité de voix pour un seul candidat et presque rien pour les autres candidats, il est automatiquement mis à l'écart. Hein. Donc, c'est un système qui sans doute est imparfait, mais c'est un système, disons, d'assainissement ou de purification des résultats qui arrivent de la nature. Ça peut arriver le jour du vote, que beaucoup de gens votent pour un candidat dans un bureau ou un centre de vote. Ça peut arriver. Absolument, et c'est pour ça que c'est imparfait. Mais c'est pas une raison d'éliminer un procès-verbal, quand même. C'est pas, d'après le décret verbal, le décret électoral, c'est une raison pour l'étudier. Pour essayer de se renseigner sur les circonstances, pour essayer de voir, de retracer le schéma qui a suivi ces procès-verbaux, pour vérifier la signature de mandataires, etc., et qui peut donner lieu à des recherches ultérieures. Mais bon, nous pensons que vraiment le centre de tabulation a bien fonctionné, rien n'est parfait, mais par exemple, on a eu les cas, quand tu as eu le contentieux, certains cas qui sont arrivés au bureau contentieux électoral national, où les candidats ont demandé de voir le procès-verbaux qui avait été mis à l'écart dans sa circonscription. Donc, si c'était des députés dans la commune, dans la municipalité. Et là, on était là avec les mandataires de partis et les représentants légaux de partis qui avaient porté plainte. Bon, ils ont vu les procès-verbaux mis à l'écart et ils étaient d'accord, basiquement, avec le fait qu'il y avait des graves irrégularités dans ces procès-verbaux qui justifiaient qu'ils soient mis à l'écart. Est-ce que ce problème de communication que vous venez d'évoquer, est-ce que vous en avez parlé au Conseil électoral provisoire pour qu'ils communiquent davantage sur ce qu'ils font comme travail, notamment ce qui a trait au centre de tabulation? Absolument, absolument. Et je pense que la position du Conseil, elle est plutôt positive pour ça. Mais bon, il faut les faire, il faut avancer dans ce sens. Et pas seulement avec le démembrement, c'est-à-dire les antennes départementales ou municipales de l'administration électorale. Mais il faut améliorer clairement la communication avec les citoyens, la sensibilisation. Donc expliquer, on va élire... Par exemple, pour dimanche dernier, on va élire le sénateur, les députés, le premier tour du présidentiel. Qu'est-ce que c'est le premier tour? C'est quoi les critères qui peuvent permettre à un candidat de passer au premier tour? Parler de magistrats, etc., etc. Donc informer parce qu'informer c'est bon. Et il est bon aussi avoir vu que la sécurité était globalement préservée. Et en Haïti, d'après ce qu'on nous raconte, j'ai suivi d'autres élections haïtiennes, j'étais ici en 2006, parce qu'en 2010-2011, l'Union européenne n'était pas présente en tant qu'émission d'observation électorale, mais en 2006, on était ici, je faisais partie de cette mission, et on a vu toujours que les gens, tôt les matins, il y a une certaine réticence. On voit, on espère, on voit si c'est calme, si c'est pas calme avant de prendre la décision de se rendre aux urnes. Donc cette fois,
les gens, vers 10h, 10h30, je pense qu'ils étaient assez rassurés quand ils vont à la messe, quand ils sortent de la messe, ils étaient assez rassurés que l'environnement sécuritaire était beaucoup meilleur que lors du scrutin précédent. Et donc il a eu une certaine affluence, bien qu'elle limitée. Espérons que au cas où il y a une élection en deuxième tour, ou en tout cas pour les élections locales, c'est-à-dire pour les ASEC, délégués des villes qui vont se produire, il y aura une plus grande affluence sur la base que la sécurité a été assurée cette fois. Dernier point, Monsieur De Gabriel, vous faites partie de la mission de l'UE, chef adjoint de l'observation. Vous avez également évoqué la question du financement de la campagne électorale. Est-ce que vous êtes bien imbu de cette information, ce dossier de financement des partis politiques pour la campagne électorale en Haïti? Vous avez une idée de tous les aspects? Bon, de tous les aspects, non. D'abord, il faut dire qu'observer le financement de partis politiques... Oui, il y a le financement officiel qui ne représente pas grand-chose par rapport à toute la campagne. Tout à fait, non. Le financement officiel, il suffit à peine pour payer la caution d'inscription des candidats. Pas beaucoup plus que ça. Et nous pensons que... Il y a aussi des plafonnements dans les décrets, mais nous regrettons le fait que jusqu'à présent, aucun système réel pour faire un audit et une fiscalisation de dépenses et de revenus de campagne n'ait été mis en place par le CEP. C'est très difficile à appliquer, pas seulement en Haïti, un peu partout dans le monde, mais en tout cas, nous encourageons le CEP à faire de premiers pas dans ce sens. Et il serait bon aussi, dans la future législation qui soit produite en matière d'élection en Haïti, qu'on privilège le critère de la transparence. C'est-à-dire, c'est important d'établir des critères de transparence, que les citoyens peuvent savoir qui finance qui. Rendre ça public. On sait que c'est un élément hyper important dans la politique haïtienne, pas maintenant, toujours, savoir qui est derrière de chaque parti, de chaque candidat, où ils obtiennent leurs ressources, leurs revenus. Il n'y a rien de mauvais dans tout ça, mais il faut le savoir. Très bien. Merci. Je vous remercie beaucoup, M. De Gabriel, d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Je pense que ce sera pour une prochaine fois. J'espère, c'est un plaisir. En tout cas, je vous remercie et encore je vous félicite pour cette nouvelle radio et pour cette aventure journalistique très appréciée. Très bien, merci beaucoup. N'a pas de pause, n'a pas tourné à quel autre invité n'y à soya parce que n'a pas parlé de droits humains, observation électorale, Pierre Espérance RNDDH par cette présentation, Marie-France Joachim avec nous tout pour Sofa, nous allons parler, continuer à parler élection, observation électorale, constat, recommandation, ou brancher Pacifique FM 101.5 émission réflexion. Fait souffrir pour qu'ils pour qu'ils aillent bagarre manger, pour qu'ils aillent manger la mort. Ils dit la vie douce, mais c'est pas tout le monde qui jouit privilège ça. Il y a une série de mots